Salut à toutes et tous et bienvenue dans Regard sur l'Afrique, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité africaine. Merci d'être fidèle à l'élan africain. Dans ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à plusieurs dynamiques majeures, savoir la naissance d'une nouvelle coalition citoyenne au Sahel, face aux juntes militaires, la transition politique au Bénin, l'affaire Kémy Séba, aux implications internationales et enfin la diplomatie ivoirienne au cœur de la francophonie. Et justement, pour en parler, je suis avec le confrère Anissé. Anissé, bienvenue et merci de nous rejoindre dans Regard sur l'Afrique. Merci Prudence et merci de l'invitation et merci encore une fois. Je vous salue et je salue également tous ceux qui nous suivent de loin. Euh, je leur dis bienvenue et puis j'espérais bien qu'ils pourront nous donner des observations après l'émission. D'accord, excellent. Alors, merci beaucoup. Nous allons aborder le premier sujet euh, de cette émission, qui concerne le Sahel, la nouvelle coalition. Au Sahel, une nouvelle coalition citoyenne, je veux dire, qui nous vient de voir le jour. Il s'agit de l'Alliance des démocrates du Sahel, l'ADS. Cette alliance est créée le 7 avril 2026. Elle regroupe des membres de la société civile, des acteurs politiques et des forces vives du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Eh bien, elle entend faire face au régime militaire en place dans ces pays. Et avant d'aller plus loin, il faut comprendre que cette initiative intervient dans un contexte de recomposition politique régionale. Alors, la première question qui vient tout de suite, est-ce que la création de l'ADS est-elle le signe d'un réveil de la société civile face au régime militaire au Sahel, bien sûr? Je ne sais pas si j'ai bien entendu la question. Alors, la question est de savoir, la Oui, création de l'ADS, l'Alliance oui, des démocrates au Sahel, est-elle un signe d'un réveil de la société civile face au régime militaire au Sahel? oui. Il faut dire déjà que la création de cette plateforme est une nouveauté. Pourquoi? Parce que on avait l'habitude de voir les partis d'opposition des pays africains se faire dans le cadre national. Ça veut dire que chaque pays a ses propres opposants. Mais maintenant, c'est une façon de mutualiser les forces. Euh, Ça veut dire également que les créateurs de cette alliance des démocrates et du Sahel ont voulu se mettre ensemble pour lutter contre les régimes qui sont en place euh, au sein des trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est aussi une façon de reconnaître la création justement de ces pouvoirs militaires qui ont mis en place ce qu'ils appellent une confédération. Parce que l'Alliance des États du Sahel est maintenant une confédération. Et donc, les opposants à ces régimes reconnaissent de facto l'existence de cette confédération. En même temps, on peut dire que cette structure naissante met à mal je veux dire, le discours politique des régimes en place dans ces trois pays qui veulent faire croire au monde entier qu'ils sont soutenus par la majorité de leur population. Ça veut dire que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les régimes disent qu'ils jouissent du soutien total de leur peuple. Mais il faut dire également que, justement, on le sait, les régimes en place, ce sont des régimes militaires. Les dirigeants qui sont au pouvoir à Niamey, à Ouagadougou et à Niamey, à Ouagadougou et à Bamako, ce sont des dirigeants qui sont venus au pouvoir à la faveur des coups d'État militaires, toujours avec euh, la justification de la sécurité. Il est vrai que les trois pays connaissent des problèmes de sécurité avec les djihadistes qui sévissent dans le nord, qui causent beaucoup de dégâts aux populations.
Mais j'entendais justement la porte-parole de cette structure naissante qui s'exprimait depuis Bruxelles. Je crois que justement l'Alliance des démocrates du Sahel a été créée à Bruxelles. Et elle disait Ouais, justement que depuis l'arrivée au pouvoir des régimes en place et maintenant, des régimes qu'elle qualifie d'autoritaires, il n'y a pas eu d'avancée notable sur le champ militaire. Donc, ça veut dire qu'ils ont reproché à leurs prédécesseurs de ne rien faire pour le retour de la sécurité dans nos pays, mais depuis qu'ils sont là non plus, il n'y a pas eu d'avancée notable. Et surtout, elle a souligné le fait qu'il n'y a plus de déplacés de guerre qu'avant l'arrivée de ces pouvoirs qui sont en place. Et donc, oui, je dis tout simplement que depuis maintenant 6 ans, il y a 6 ans dans un pays, 5 ans dans l'autre, 4 ans maintenant au Burkina Faso, que des autorités sont en place, mais sur le champ militaire, on ne voit pas de résultats notables. Mais depuis justement toutes ces années, on avait tendance à croire à que les militaires au pouvoir consentaient beaucoup d'efforts pour vaincre les djihadistes qui sévissaient dans le nord, justement. Mais on voit que ce n'est pas tellement le cas puisque justement la guerre sévit toujours et fait toujours beaucoup de dégâts. Et pour ce qui est justement du soutien populaire dont se targuent ces régimes en place, on voit justement qu'il y a maintenant des fissures. Même si cette alliance des démocrates du Sahel est née à l'étranger, mais on voit bien sûr qu'il y a des nationaux, des ressortissants de ces trois pays qui ne soutiennent pas du tout les régimes en place. Et nous le disions la dernière fois en parlant du Burkina Faso, on voit mal comment on pourrait justement soutenir des régimes qui disent clairement qu'ils ne sont pas pour la démocratie. On a dit lors de notre dernière émission, on se demandait ce que ces autorités-là mettaient en place, à la place justement de la démocratie, puisqu'on parlait du capitaine Ibrahim Traoré, qui a dit clairement que les gens doivent oublier la démocratie, que la démocratie n'est pas faite pour les Africains. Et donc, si la démocratie n'est pas faite pour les Africains, qu'est-ce qu'on met à la place de la démocratie? Quel mode de gouvernance est-ce qu'on propose à la place de la démocratie? Et on a vu justement, Prudence, c'est vous qui nous avez fait une émission, oh pardon, un article sur la dernière décision des autorités burkinabées qui ont décidé de dissoudre clairement 118 associations. Ça veut dire des organisations de la société civile qui étaient là légalement. Et c'est justement la dissolution de ces associations qui fait suite à la dernière décision également de dissoudre les partis politiques. Donc, ça veut dire que, justement, il y a des décisions qui sont mal comprises, que personne ne comprend d'ailleurs, et c'est normal, justement, à que les ressortissants de ces pays-là, que ce soit des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens, décident d'élever la voix et de dénoncer cet état de fait, cette dictature qui ne dit pas son nom. Et vous avez vu, par exemple, il demande la libération des prisonniers politiques. Personne ne comprend maintenant, par exemple, au Niger. Il y a eu un coup d'État, oui, c'est un, c'est un fait, on est là, le pouvoir de fait est là, le général Etiani est installé confortablement au pouvoir. Mais est-ce que quelqu'un comprend pourquoi le président Mohamed Bazoum reste en détention? Soit il est traduit devant les tribunaux, on voit ce qu'il lui est reproché, s'il peut se défendre, s'il est condamné, mais ça fait maintenant quand même plus de 2 ans, 2 ans et demi presque, qu'il est en détention et qu'on n'annonce pas un procès.
Même si c'était un simulacre de procès, mais il faudrait au moins que ce procès-là ait lieu pour qu'on puisse comprendre ce qui lui est reproché. Et voilà donc, je crois justement, pour répondre à votre question, je crois que la naissance de cette nouvelle structure, je ne veux pas dire qu'elle va changer la politique dans les trois pays, mais au moins, c'est une façon de dénoncer et d'appeler la communauté internationale à, parce que justement, les responsables ont dit qu'ils veulent mettre en avant la diplomatie pour dénoncer ce qui se passait dans leur pays, au moins justement que ce qui se passe là-bas soit décrié, même si rien ne change, mais au moins ça va conforter l'opinion nationale et internationale pour ce qui est justement des événements auxquels on assiste maintenant. Alors, pour ouvrir la parenthèse rapidement, vous avez évoqué le cas du Burkina Faso. J'aimerais faire cette précision pour dire que le président Ibrahim Traoré ne dit pas forcément que la démocratie, de façon générale, la démocratie n'est pas faite forcément pour l'Afrique, mais la façon dont la démocratie nous est présentée, c'est ce que le président défend en réalité. Donc, disons que le président a fait un tableau, il a donné l'exemple de la Libye. Est-ce que c'est cette démocratie-là dont on veut nous parler? Si c'est ça, lui n'en veut pas. C'est de ça qu'il s'agit concrètement. Bon, pas de la démocratie de façon générale, pas la démocratie qui tue. Donc, il a essayé de mettre l'accent sur certains mots, pour ne pas dire certaines expressions, pour véritablement justifier ce qu'il disait. Mais c'est bien vrai, les médias, nous avons essayé de prendre ce qui nous intéresse, comme quoi la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique, la démocratie n'est pas faite pour le Burkina Faso. L'essentiel est de retenir l'essence de ce que le président voulait dire. Cette démocratie-là qui tue. Partout où on veut installer la démocratie, il y a eu des morts. Et donc, c'est de ça que le président Ibrahim Traoré voudrait parler. Donc, pour la petite parenthèse, c'est cette prévision-là que je voudrais faire à ce niveau. Maintenant, au lieu de, pour ce qui concerne l'ADS, au lieu de combattre les pouvoirs militaires, pourquoi ne pas les aider à combattre plutôt les terroristes et après avoir combattu les terroristes, récupérer le territoire, maintenant se faire la guerre pour la démocratie en question? Alors, j'ai souligné justement que ceux qui ont mis en place cette nouvelle structure ADS sont des gens expatriés qui vivent surtout en Europe. Mais je dis tout simplement, je ne sais pas si au Burkina Faso, au Mali et au Niger, la parole est libre. Si la parole était libre, que l'on donnait justement le droit à chaque citoyen pour que chacun s'exprime librement et donne son opinion sur la façon de conduire justement même les opérations militaires, je dis bien, même si tout le monde n'est pas militaire, mais au moins qu'on laisse les gens s'exprimer. Si les gens s'expriment, justement, ils donneraient leur opinion. Or, justement, quand vous prenez la décision de dissoudre tous les partis politiques, alors que les partis politiques, justement, sont des structures qui sont faites pour que les gens se regroupent ensemble, les gens qui sont qui ont les mêmes points de vue politiques puissent s'exprimer. Là, justement, vous donnez libre cours à toutes les critiques possibles, puisque vous empêchez les gens de s'exprimer. Alors, les associations, par exemple, si vous avez des associations, disons, là, vous êtes journaliste, il peut y avoir des associations des journalistes, des associations des professionnels de l'information, il peut y avoir des associations des avocats, c'est un exemple. Mais quand vous dissolvez toutes ces associations-là, ça veut dire tout simplement vous empêchez les gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Or, justement, quand vous dites que ces gens-là devraient aider le pouvoir à combattre, à mener la guerre contre les djihadistes, quand vous ne pouvez pas vous exprimer, vous n'avez aucun moyen d'aider le pouvoir à combattre. Parce que les civils ne vont pas sur le champ militaire, ne vont pas sur le terrain.
Ce qu'ils peuvent faire justement, c'est de s'exprimer peut-être dans les médias, et de dénoncer ce que font les djihadistes, justement, puisque les djihadistes font beaucoup de méfaits, on le sait. Mais on ne peut pas dire, vous m'aidez à combattre ces djihadistes et ces insurgés, mais uniquement sur mes propres propositions. Normalement, si vous voulez que les gens vous aident, il faudrait également que vous acceptiez des contre-propositions. C'est ça le problème. Alors d'accord. Au-delà de cette volonté affichée de la DS, il y a la question de l'efficacité qui se pose. Maintenant, une coalition lancée depuis l'étranger, comme vous l'avez évoqué, certes, il y a des locaux également. Alors, cette coalition peut-elle réellement influencer la situation à l'intérieur du pays, sinon des pays concernés, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger? Non, je ne crois pas. Enfin, ce sont des citoyens qui s'expriment, qui se mettent ensemble justement pour lutter, pour dénoncer. Mais jusqu'à présent, je pense, il n'y a pas assez de moyens pour influencer le cours des choses à l'intérieur de leur pays. Ce sont des militants, des gens qui expriment justement leur opinion et qui disent ils ne sont pas d'accord avec ce qui se fait dans leur pays. Mais de là à dire qu'ils ont des moyens d'influencer quoi que ce soit à l'intérieur du pays, je pense qu'on n'en est pas encore là. Est-ce que dans l'avenir, ils vont avoir des soutiens qui peuvent les aider à faire bouger les lignes? J'en sais rien. Mais pour l'instant, justement, déjà, c'est une association ou une plateforme naissante. Euh, c'est peut-être des intentions. Ils expriment justement leur point de vue, leur volonté de lutter. Je pense que pour l'instant, ils n'ont pas assez de moyens. Alors, disons-le, la multiplication des initiatives comme l'ADS ou la CFR, attendez, coalition des forces pour la République, cela ne risque-t-elle pas de fragmenter l'opposition ou au contraire de renforcer la lutte pour le retour à l'ordre constitutionnel? La fragmenter l'opposition, peut-être que oui. Mais si il y a eu justement, j'ai souligné au début que la nouveauté, c'est que ce sont des ressortissants des trois pays qui se sont mis ensemble. Ça veut dire, ce sont des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens qui ont voulu travailler ensemble, mutualiser les forces pour qu'ils essaient ensemble de mener ce combat qui est de leur, qui est un combat commun. Alors que justement l'opposition classique dans les trois pays en question, chaque opposition euh, est vraie sur le plan national. Il y avait des opposants nigériens, des opposants burkinabés, des opposants maliens. D'ailleurs, ok, ces derniers temps, on n'entend pas beaucoup. Mais justement, s'il y a des gens, des initiatives de travail ensemble, de mutualiser les efforts, je pense que c'est une nouveauté. Ils veulent voir si ça peut porter des fruits. Et évidemment, on ne sait pas s'ils vont réussir, mais au moins, ils auront tenté. Je ne peux pas dire qu'ils vont fragmenter l'opposition, puisque justement, à mon point de vue, de mon point de vue, ils veulent plutôt prendre les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés et les faire travailler ensemble. Et ce n'est pas une façon de dominer justement l'opposition, mais c'est plutôt une façon de faire en sorte que les efforts soient mis ensemble pour un objectif commun. D'accord. On va mettre fin au sujet, tout en espérant que ces oppositions, non, les opposants de ces pays-là vont rejoindre cette coalition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous allons mettre le cap sur le Bénin, où Romuald Ouadani a été élu en président Et avec on le verra après, on 80. le verra justement. Et puis, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure concernant les propos du capitaine Ibrahim Traoré,
Ce que je vois justement, même si il dit que c'est peut-être la façon de mettre en œuvre la démocratie qu'il dénonçait, mais quand on Ouais. voit les fondements même de la démocratie, les valeurs démocratiques, il faut dire qu'il quand même les a mis à mal. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection, il dissout les partis politiques, les associations de la société civile. Tout cela, justement, normalement, ce sont des valeurs. Il réprime l'opposition. Euh, il ne veut pas que les gens s'expriment librement. Et ce n'est pas seulement le capitaine Ibrahim Traoré, mais c'est le cas également au Mali et au Niger. Et donc, ça veut dire, même si vous voulez domestiquer la démocratie, vous prenez la démocratie qui est une valeur normalement universelle, vous voulez la faire fonctionner à votre façon, mais en faisant juste le contraire de ce que veut la démocratie, je vais dire tout simplement que ce qu'il a dit, on l'a entendu, et je pense que ce qu'il fait justement, euh, ça montre qu'il en a mal. Il n'en veut pas. Il ne soutient pas la démocratie. Il a donné l'exemple de la Libye, mais je dis simplement que les Occidentaux, justement, qui veulent des fois nous imposer la démocratie, le font en défendant leurs intérêts. Je le sais. Mais si vous vous opposez aux Occidentaux et quand, à votre tour, vous vous opposez clairement à votre peuple, ça veut dire que vous n'êtes pas différent de ceux qui vous combattent. D'accord. Le message est clair. Alors, je le disais tantôt, nous allons mettre, n'est-ce pas, le cap sur le Bénin, là où la démocratie a encore fait une certaine preuve la semaine dernière, où Romuald Wadani a été élu président avec 94,05% des suffrages. Ainsi, il succéda à Patrice Talon, qui a fait 2 mandats. Eh bien, le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé, avec une reconnaissance rapide des résultats par l'opposition. Avant d'analyser les implications, il faut noter que cette transition se fait dans une certaine continuité politique. Alors, peut-on parler d'une alternance démocratique au Bénin ou plutôt d'une continuité du pouvoir? Non, c'est une continuité, clairement, puisque on le disait la dernière fois, Romuald Wadani est le dauphin désigné du président sortant, Patrice Talon. Et donc, Patrice Talon a tout fait pour qu'il soit remplacé par quelqu'un de son bord, par quelqu'un qui lui était très loyal et très fidèle. Et donc, euh, le président élu maintenant va continuer dans la ligne tracée par Patrice Talon. Et vous disiez que l'opposant, alors le concurrent de Romuald Wadani, a reconnu très Oui. vite sa défaite. C'est fair play, c'est bien. Il a fait, évidemment, selon les résultats, il avait été battu. Là, c'est clair. Mais justement, pour le fonctionnement de la démocratie, on ne le voit pas seulement lors des élections. On doit le voir également avant même les élections. Or, justement, ce qu'on disait vendredi dernier, c'est que le pouvoir en place, le pouvoir de Patrice Talon, a tout fait pour écarter certains opposants, certains concurrents qui étaient jugés plus sérieux, comme Oui. le parti les démocrates qui n'ont pas pu présenter leur candidat puisqu'ils n'avaient pas acquis le, Le le parrainage nombre de nécessaire. parrainages nécessaires. Oui. Alors justement, ce sont des fois des règles du jeu qui sont dictées pour favoriser le pouvoir en place. Ça veut dire que si le candidat des démocrates n'a pas reçu le nombre de parrainages reçus, c'est que justement la loi qui a été mise en place par le pouvoir de Patrice Talon avait fait justement que son nombre ne soit pas acquis. Donc c'est normalement cela.
le pouvoir en place fait tout pour mettre en place des lois qui lui sont favorables, qui sont de nature à écarter les opposants. On voit par exemple que les médias sont acquis à la cause du pouvoir en place. Les opposants ne peuvent pas s'exprimer librement, on le voit. Et puis on voit par exemple également que ce qui est reproché également au président Patrice Talon, c'est qu'il a muselé d'une certaine façon la presse et l'opposition. C'est pas moi qui le dis, c'est les opposants au Bénin. Et donc, ça veut dire simplement, oui, Romuald de Wadani a été brillamment élu, mais on ne peut pas dire non plus que le jeu démocratique a été ce qu'il devait être. Ça veut dire tout simplement il y a eu des règles qui favorisaient le pouvoir. Et clairement, nous sommes dans la continuité du côté du Bénin. Maintenant, c'est le lieu de parler des principaux défis qui attendent le nouveau président entre réforme et maintien des acquis. Quels seront ces principaux défis? Bon, j'avais souligné la fois dernière un point important à la faveur de Patrice Talon, c'est qu'il n'a pas modifié le texte constitutionnel pour se maintenir au pouvoir. Et j'espère également que le président Wadani ne va pas modifier le texte constitutionnel pour se maintenir au pouvoir, qu'au terme de ces 2 mandats, il va également céder la place aux autres. Ça, c'est clair. Et puis, j'ai vu le bilan du président sortant quand même. En matière économique, il semble qu'il a acquis des résultats positifs. Mais je pense que le défi le plus important pour lui, ça ne dépend d'ailleurs pas seulement du Bénin, c'est qu'il y a des problèmes de sécurité dans le Nord. C'est ce qu'on attend du nouveau président d'ailleurs. Lui-même, lors de sa campagne, il s'est engagé à tout faire pour que la sécurité revienne dans le nord de son pays, puisqu'il y a des insurrections également. Mais on sait également que ces insurrections peuvent provenir des pays voisins, notamment du Sahel. Je pense surtout au Niger. Ce n'est pas un secret, on lit un peu partout dans la presse et que le Niger soutiendrait les djihadistes qui vont déstabiliser le Bénin. Tout comme le Niger accuse le Bénin et la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son territoire. Et donc, je pense tout simplement que ce soit dans le cadre bilatéral entre le Bénin et le Niger, ou le Bénin et le Mali, le Bénin et d'autres pays de la région, que ce soit dans le cadre multilatéral, il faudra tout faire pour réconcilier les positions des pays du Sahel et des pays de la CEDEAO, puisque le Bénin est membre de la CEDEAO. Il faudrait donc essayer de voir comment régler les problèmes qui existent entre ces différents pays qui vivent à couteau tiré, alors que justement, c'était des pays qui entretenaient de relations cordiales dans le passé. Il faudrait que ces 3 pays, voilà, depuis les coups d'État dont on a parlé justement, qui ont amené au pouvoir dans les pays du Sahel, les militaires, les relations se sont fortement détériorées entre les pays du Sahel et les pays de la CEDEAO. Et je crois justement que l'élection de Romuald Wadani doit s'inscrire dans ce contexte et qu'il doit tout faire pour que les conflits soient réglés à l'amiable de façon diplomatique. Et puis après, le reste justement viendra. Mais le défi majeur pour moi, c'est le défi de la sécurité et le défi de la géopolitique, des relations diplomatiques avec les pays voisins. Eh bien, les jours à venir nous édifieront beaucoup plus sur les actions que mènera le président Romuald Wadani. Nous allons toujours rester au Bénin, mais sur un autre registre qui concerne Kémy Séba, qui a été arrêté du côté de l'Afrique du Sud
alors qu'il faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités béninoises. Il a été, enfin, il est accusé d'avoir soutenu une tentative de coup d'État et une procédure d'extradition est en cours. Alors, Alice, il faut rappeler que cette affaire dépasse déjà le cadre strictement national. La question qui se pose, sommes-nous face à une affaire judiciaire classique ou à un dossier profondément politique? Le dossier du camarade Semi Keba est un dossier compliqué. Parce que c'est quelqu'un qui est né en France, à Strasbourg. Il avait une double nationalité. Et puis, il s'est lancé justement dans ce qu'on qualifie maintenant d'influenceur. Il a été influenceur, mais anti-français. Il luttait clairement contre les agissements de la France en Afrique. Mais là, justement, il a été déchu de la nationalité française justement pour son militant, cet activisme, et il est rentré en Afrique, au Bénin. Mais comme il accuse justement le Bénin, son pays natal, d'être à la solde de la France, il a critiqué également les autorités béninoises. Et ce qui lui est reproché maintenant, qui a fait que le Bénin a lancé son mandat d'arrêt international, qui vient justement pour cela que l'Afrique du Sud l'a arrêté, et c'est qu'il a soutenu la tentative de coup d'État des militaires en décembre dernier. Et pour lui, c'était un jour de libération. Alors la question qui se pose, est-ce qu'en disant cela, en prenant cette position, c'était dans le cadre de sa liberté d'expression, puisque chacun peut avoir une opinion, ou c'est un délit, comme l'affirment les autorités béninoises. Chacun peut se faire une opinion. Est-ce que le fait de soutenir les putschistes fait de vous un putschiste? Puisqu'il faudrait normalement montrer factuellement le soutien de Kémy Séba à ceux qui ont fait le coup d'État. Si ça n'a été que justement ce tweet, que c'est tout simplement un jour de libération, alors qu'il n'y a pas d'autre effet qui montre qu'il aurait participé à cette tentative de coup d'État, je pense que ça va faire débat. Ça va faire débat dans le pays, puisque simplement, il n'a fait qu'exprimer son opinion. Et je pense tout simplement qu'il a été arrêté. Ou si on a lancé ce mandat d'arrêt, c'était pour l'ensemble de son œuvre, parce qu'il avait beaucoup critiqué le pouvoir. Alors, on va l'accuser justement d'apologie au crime. C'est un délit, effectivement. Si vous soutenez ceux qui ont fait des crimes, c'est pénalement répréhensible, je le sais. Mais je dis tout simplement que ça va faire débat, puisque simplement, il n'a fait qu'exprimer son opinion. Il a dit ce qu'il pensait de ce coup d'État. Il a soutenu verbalement, moralement, mais factuellement, il n'a pas participé. Il n'y a pas de fait réel qui montre qu'il aurait pris part à cette tentative de coup d'État. Et là, justement, ça change tout. Ça change tout. On verra s'il est extradé, qu'il est arrivé, qu'il est au Bénin. On verra comment son procès va se dérouler, mais normalement, ça va faire beaucoup de débats, je pense. Alors justement, est-ce que soutenir les putschistes fait de vous un putschiste? La question reste posée. Nous allons suivre le sujet et revenir là-dessus, pourquoi pas. Eh bien, nous allons terminer avec la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara a reçu la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Cette rencontre a porté, n'est-ce pas, sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'OIT, Organisation internationale de la francophonie, ainsi que sur les préparatifs
du prochain sommet de la francophonie. Avant d'analyser, notons que cette rencontre intervient dans un contexte international marqué par de nombreuses crises. Nous avons évoqué tout à l'heure le cas du Bénin et le cas de Kémy Séba et ainsi de suite. Toutes ces crises-là mis le continent sans, bien sûr, omettre de parler de terrorisme. Maintenant, disons, quel rôle la Côte d'Ivoire joue-t-elle aujourd'hui au sein de l'espace francophone vis-à-vis de tout ça? La Côte d'Ivoire est un membre très important de la francophonie. Vous savez, la langue française est parlée en Côte d'Ivoire, que ce soit dans l'administration, que ce soit même au sein de la population. C'est la langue commune aux Ivoiriens qui ont, je pense, d'autres langues régionales. Donc, la Côte d'Ivoire est un membre très important de la francophonie et je pense que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie ne pouvait pas passer à côté, justement. Si elle est allée rencontrer le président Alassane Ouattara, c'est que justement la Côte d'Ivoire a un mot à dire dans la gestion des affaires de la francophonie. Mais ce qu'il faut noter justement, c'est que Louis Mushikiwabo, normalement, est en campagne électorale. Elle vient de faire 2 mandats à la tête de la francophonie et elle brigue en 3e. Et les élections doivent avoir lieu au mois de novembre prochain. Elle s'est déclarée candidat pour un 3e mandat. Et donc, elle est en campagne. Elle est allée, je pense, également dans d'autres pays. Là, elle était au Sénégal pour essayer de voir comment les autorités ivoiriennes peuvent soutenir cette candidature. Cela ne peut pas se dire publiquement, mais je pense tout simplement que c'était le plus important de ce déplacement en Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Ouattara lui a apporté son soutien? Je ne sais pas. Sachant que le président Ouattara également entretient de très bonnes relations avec le président français Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, normalement, c'est lui le chef de file de la francophonie, cela s'entend. Un autre point à souligner, c'est que cette candidature de 3e mandat de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, ne fait pas l'unanimité. On peut même dire que c'est le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo qui s'exporte au sein même de la francophonie. Puisque la République démocratique du Congo est en conflit ouvert avec le Rwanda. Louise Mushikiwabo, qui est d'origine rwandaise, dont la candidature, bien sûr, est proposée par le Rwanda, ne jouit pas du soutien de la République démocratique du Congo, puisque justement les 2 pays sont en conflit. Et le Congo, d'ailleurs, la République démocratique du Congo, a proposé sa propre candidate au poste de secrétaire général de la francophonie, qui est la fille de l'ancien premier ministre héros de l'indépendance du Congo, Patrice Lumumba. Et donc, il y a ces 2 candidatures qui s'opposent. Sur le fond du conflit à l'est de la République démocratique du Congo, vous savez que le Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23. Les 2 pays sont en conflit ouvert. Et justement, c'est ce conflit-là qui est exporté à la tête de la francophonie. Et donc, ça veut dire que les électeurs, ceux qui vont élire la future secrétaire générale de la francophonie, vont trancher entre les 2 positions. Ou bien vous élisez pour le Rwanda, donc pour Louise Mushikiwabo, ou bien vous élisez pour la RDC, ça veut dire pour la fille de l'ancien premier ministre Patrice Lumumba. Et c'est très compliqué. Louise Mushikiwabo fait sa campagne, bien entendu. Elle est allée rencontrer le président Ouattara. Elle est allée, je crois, également au Sénégal. Elle a rencontré
le président Bassirou Diomaye Faye, il va rencontrer d'autres chefs d'État membres de la francophonie. Mais la République démocratique du Congo n'est pas en reste, évidemment, et effectue également des tournées pour proposer la candidature, demander des soutiens à la candidature de la fille de Patrice Lumumba. Et donc, c'est un peu compliqué maintenant. Vous voyez, c'est un conflit qui est là à la tête de la francophonie. Et je pense peut-être que c'est le président français qui devra trancher. Sachant que parmi les reproches que fait le Congo au Rwanda également, évidemment, mis à part ce conflit qui est à l'est de la République démocratique du Congo, c'est que le Congo reproche au Rwanda de ne plus être un État francophone. Et c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux. Il est vrai que maintenant, le français fait partie des langues officielles du Rwanda. C'est inscrit dans la Constitution. Mais on sait également que au sein de l'administration, le français n'est plus utilisé. Quand on va faire des communiqués, disons, du gouvernement, on écrit un communiqué en anglais, on écrit un communiqué en langue nationale, le Kinyarwanda, et le français n'apparaît nulle part. Évidemment, Louise Mushikiwabo était une francophone, elle a fait ses études au Rwanda, elle a fait toute sa carrière également au Rwanda avant d'aller peut-être aux États-Unis. C'est quelqu'un qui parlait très bien français. Cela se voit. Mais le Congo reproche au Rwanda de ne plus être justement un pays francophone. Et le Congo ne comprend pas pourquoi un pays qui n'est plus francophone propose une secrétaire générale à la tête de la francophonie. Et justement, on va voir comment cela va se terminer au mois de novembre. On verra qui sera élu. Mais ce que je voulais souligner tout simplement, c'est qu'il y a ce combat-là entre le Rwanda et la République démocratique du Congo qui s'exporte à la tête de l'organisation francophone. Alors, tout ceci étant dit, est-ce que la francophonie peut-elle réellement contribuer à la gestion des crises sur le continent africain? C'est compliqué. D'abord, la francophonie est là pour servir les intérêts francophones. Donc, autrement dit, les intérêts de la France. C'est la langue qui est partagée par beaucoup de pays en commun. Et est-ce que la francophonie peut aider à résoudre les crises? On ne sait pas. Si cela était le cas, ça devrait se faire au sein des pays membres de la francophonie. Mais même là, justement, c'est compliqué. Je suis en train de dire qu'au Congo, il y a un conflit qui est entré peut-être. Les négociations qui se font ailleurs, à Washington, non pas à Paris. Ça veut dire que c'est les États-Unis maintenant qui essaient de résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone du monde par rapport au nombre de locuteurs de cette langue. Et donc, même s'il y a peut-être ces intentions de résoudre les conflits, c'est très compliqué puisqu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux, d'abord diplomatiques et géopolitiques, mais également des jeux d'influence de la part des puissances étrangères. Même si l'OIF voudrait bien résoudre ces crises, il n'y a pas assez de moyens de le faire, puisqu'elle est en concurrence avec la Commonwealth, mais également avec tout simplement les puissances. Et je ne vois pas comment l'OIF peut contribuer à résoudre les crises, puisque justement, la France également, vous le savez, est accusée d'avoir une grande part dans la déstabilisation
des pays africains. Regardez, par exemple, ce que disent les autorités des trois pays dont nous parlions tout à l'heure, de l'Alliance et des États du Sahel. Le discours anti-français qui sévit à Niamey, au Ouagadougou et ailleurs, en Afrique, dans l'Ouest. Comment est-ce que vous pouvez résoudre l'organisation internationale de la francophonie, par exemple, peut essayer de résoudre la crise qui sévit au sein des États du Sahel, alors que justement, les autorités sont clairement anti-français. Ça ne peut pas se faire. Donc c'est compliqué, même s'il y aurait des intentions, la mise en pratique serait sérieusement entravée. Bien, ce sera une mission compliquée pour la francophonie, pour ne pas dire l'OIF, mais ce ne serait pas impossible non plus. Disons que nous sommes arrivés à la fin voilà, de notre entretien, sinon, de cet échange. Alors, merci beaucoup à vous pour ces analyses, Anissé. Et si vous avez, n'est-ce pas, un mot de conclusion, pour ne pas dire un dernier mot par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là, ce serait quoi? Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question, on a fait le tour des sujets que vous aviez proposés. Je pense que on reviendra peut-être sur certains sujets lors Oui. de la prochaine émission. Peut-être qu'il faudra qu'on évoque également le sujet du déplacement du pape en Afrique. J'ai vu qu'il a donné des leçons de Forcément. démocratie, de politique, de gestion, surtout au Tout à fait. Cameroun. Il faudrait qu'on essaie d'en parler la prochaine fois. Mais D'accord. je vous remercie. Je pense que ce qui n'a pas été dit, peut-être on pourra y revenir à la fois prochaine. Je vous souhaite tout simplement une excellente week-end. Merci beaucoup. Alors, pour le compte de ce numéro, ce qu'il faut retenir, c'est que le continent africain est en pleine mutation entre revendications citoyennes au Sahel, continuité politique. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés à l'élan africain. Au revoir. Oui, au revoir.